C'est bon. Ok, vas-y. Bon, voilà, j'espère que vous allez nous entendre. Donc je vais parler un peu plus fort. Je suis ravi que M. Salanskis, il y a une d'origine. C'était pour faire lituanien, Mais vous êtes lituanien, c'est ça, c'est ce que je pensais. Bon. Donc moi je vous présente, qui est un professeur de philosophie et mathématicien, disons très connu et remarquable, comme on dit que c'est un grand philosophe. Moi je ne peux pas juger. Comme disait mon professeur au lycée qui s'appelait Lévinas, pour dire que quelqu'un est un grand mathématicien, il faut être soi-même grand mathématicien. Comme je ne suis ni grand mathématicien, ni grand philosophe, j'ai l'honneur d'accueillir M. Salanskis, qui a publié énormément de choses, énormément de livres sur le judaïsme et sur Lévinas et sur un tas de choses, mais il va le faire beaucoup mieux que moi. Je laisse la place à Clément, qui était son élève. Mais tu as déjà tout dit. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour faire. Je crois que j'ai bien travaillé. Mais donc j'ai eu le bonheur d'être votre élève, mais à distance. Alors je ne vous ai pas rencontré en chair et en os. Mais je témoigne de la qualité de ces talents de pédagogue qui m'ont fait accéder à des domaines de pensée extrêmement complexes avec une espèce d'aisance assez spectaculaire. Donc je vais essayer de résumer brièvement votre parcours philosophique qui se fixe sur beaucoup de domaines différents. En voici quelques-uns et la liste n'est pas exhaustive. Donc les mathématiques, il y a eu la question de l'action, c'était le sujet de mon cours, la scission et le possible dialogue entre les traditions philosophiques et analytiques, anglo-saxonnes et françaises, philosophiques, analytiques et françaises, pardon. Je n'ai pas bien entendu votre phrase, vous disiez. Alors que la dernière phrase, oui. C'était les différents domaines qui ont été ceux de recherche. Il y a eu les mathématiques, bien sûr, c'est sa formation initiale. Ensuite, il y a eu, c'est dans le désordre, et pardon, je vais en oublier, la question de l'action. C'était le sujet de mon cours, c'est pour ça que je l'ai indiqué. La scission et le possible dialogue entre les traditions philosophiques analytiques, anglo-saxonnes, on va dire, pour résumer vulgairement, et françaises. Et vous consacrez également une large partie de votre réflexion à la question du sens, de la signification, qui va vous conduire à introduire un concept qui s'appelle l'étanalyse. Donc on ne va pas en parler ce soir beaucoup. Je voulais en dire un mot parce que je pense que ce n'est pas non plus sans lien à ce qui va être dit peut-être. Et j'espère ne pas faire de contresens en présentant l'étanalyse comme un concept qui réfléchit sur le sens, mais qui inverse la flèche du sens, pour prendre une de vos expressions, et qui, au lieu de la faire partir de soi, qui distribue le sens aux choses, ou du langage qui distribue le sens aux choses et à la réalité, fait partir le sens comme de l'extérieur et comme quelque chose qui nous appelle et nous oblige à une certaine attitude, comme une vocation éthique, scientifique, artistique, comme de l'extérieur, plutôt que comme ce qu'on constitue à partir de soi. Cette investigation a donné lieu à diverses publications depuis le début des années 2000. L'influence de Lévinas traverse une grande partie de votre œuvre, notamment la question du sens et bien sûr le sujet qui va nous intéresser ce soir et qui porte sur le judaïsme. Dans Le Fait juif, qui est une œuvre qui a été publiée aux Belles Lettres en 2017, qui est l'œuvre qui m'a donné l'idée et l'envie d'accueillir Jean-Michel Salanskis ici, vous essayez de lever une série de malentendus sur ce qu'est, et il faudrait mettre le qu'est entre guillemets, le judaïsme, parce que ce que pourrait être le judaïsme, ce n'est pas une essence éternelle qui flotterait au-dessus du judaïsme, qui serait instanciée dans les divers moments où le judaïsme se fait. C'est plutôt, justement, un fait. Et ce fait, le fait juif, qui est le nom de l'ouvrage, vous le différenciez de la question identitaire. Or, c'est la question d'identité qui va nous intéresser ce soir, et je vous laisse la parole et vous remercie très sincèrement de votre présence. Merci beaucoup pour ces deux présentations et je pense que ce que je vais dire va rencontrer en partie chacune des deux présentations. Donc Le Fait juif, c'est le livre par la faute duquel je me trouve devant vous ce soir. Donc c'est un petit livre rouge paru en 2017 qui essaye de présenter ce que c'est que l'affaire juive pour des gens qui ne comprennent pas. Le but
En 2003, j'ai déjà publié un livre qui s'appelait Extermination, loi Israël, et qui avait le même but, faire comprendre l'affaire juive aux gens qui sont complètement extérieurs et qui ne comprennent rien. Et en fait, finalement, le livre n'intéresse que les membres de la communauté. L'expérience que j'ai eue 2 fois, mais je pense qu'au fond, faut-il vraiment s'en surprendre? Enfin, j'exagère un tout petit peu, heureusement. Donc, comme le livre date quand même d'il y a 5 ans, j'ai eu envie de parler pas seulement du livre, mais aussi de la question de l'identité, parce qu'il me semble que la question de l'identité est devenue dominante. Donc j'ai prévu un exposé que j'ai appelé « Le fait juif et l'identité » et que je vais vous infliger maintenant. Donc, comme je disais, on a l'impression que l'identité est devenue l'affaire majeure de la politique contemporaine de plusieurs manières. Alors, ces manières sont discordantes, mais finalement, elles s'additionnent. Une première chose qui est assez traditionnelle, c'est que l'identité déchire les États-nations entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des accords entre les États sur l'identité de qui est en droit de régner sur un territoire. Il y a des territoires qui motivent conflit pour ce type de raisons. Donc, par exemple, Taïwan et Hong Kong estiment qu'ils représentent une identité qui devrait être protégée, mais du point de vue de Xi Jinping, il y a une identité qui prévaut sur ces identités locales éventuelles, et qui est l'identité chinoise. Et donc, il y a l'argument dit de l'indivisibilité de la nation chinoise. De même, le Kosovo pensait qu'il était une identité et que, au nom de cette identité, il fallait obtenir une séparation avec l'État serbe. On a la configuration identitaire complexe de l'Ukraine et de la Russie, qui est maintenant l'actualité la plus brûlante. On a aussi le conflit entre Israël et le monde arabo-musulman, qui tourne souvent autour de la question de savoir quelle est l'identité qui revient en droit à cette petite région que certains appellent la Palestine, enfin, que depuis les Romains on a pu appeler la Palestine. Bon, mais alors, si je dis que c'est le conflit arabo-musulman, le conflit entre Israël et le monde arabo-musulman et le monde arabe, ça revient à interpréter ça en termes d'un conflit d'identité. Mais si je dis que c'est le conflit entre l'identité juive et l'identité musulmane, c'est une autre interprétation identitaire du même conflit. Juste pour insister sur la prégnance de cette affaire de l'identité dans ces guerres qui sont pour l'instant des guerres entre nations à propos de territoire. Ça, c'est ma première rubrique. Il y a l'exemple de l'Irlande du Nord aussi, où nous voyons que c'est un jeu complexe parce que il y a la question de savoir si la région qui s'appelle l'Ulster, est-ce que par identité, au nom de l'identité, ça appartient au Royaume-Uni, ou est-ce qu'au nom de l'identité, ça appartient à l'Irlande? Mais c'est compliqué par la question de l'identité européenne, qui s'ajoute à ce premier enjeu identitaire. Et souvenir de consommateurs de l'information et des événements militaro-politiques, je me souviens du slogan selon lequel les Malouines sont argentines, qui résume cette idée qu'un territoire appelle une identité. Et donc il y avait conflit entre 2 États. Donc ça, c'est le premier niveau. Territoire et conflit d'identité qui motive des conflits entre des États-nations. Le deuxième niveau, c'est qu'il y a un certain nombre de partis qui revendiquent politiquement l'identité de leur nation en tant que brimée par la mondialisation. On a vu ça dans la Pologne et la Hongrie contemporaine. Les partis qui sont au pouvoir sont des partis qui ont beaucoup mis en avant l'identité polonaise, l'identité hongroise dans l'autre cas, et en essayant de la protéger contre une mondialisation qui avait le visage de l'Europe pour ces pays-là, mais en fait ils sont restés dans l'Europe néanmoins. Vous avez le Brexit, où il y avait l'idée que les habitants du Royaume-Uni estimaient que leur identité était affectée, brimée par l'appartenance européenne et qu'il fallait récupérer le contrôle de ses affaires. Où vous avez Trump qui, lui aussi, au fond, arrive au pouvoir en soutenant que les Américains sont victimes eux-mêmes de la mondialisation, alors que
Généralement, on impute la mondialisation aux Américains, mais pour Trump, les Américains étaient les premières victimes de la mondialisation. Donc vous avez cette deuxième rubrique, l'identité nationale menacée par la mondialisation. Et troisième rubrique de cette domination de l'identité dans la politique contemporaine, vous avez l'identité qui intervient dans ce qu'on peut appeler la logique de l'oppression. C'est-à-dire qu'il y a des catégories qui sont identifiées par un discours politique comme des catégories opprimées, et donc ça suscite une lutte d'une identité opprimée contre son oppression. Alors, évidemment, cette lutte est parfois ambiguë. Par exemple, la lutte pour la parité, dans le cas où l'identité opprimée, c'est celle des femmes, elle est nécessairement une lutte au nom de l'identité féminine, puisque pour obtenir de la parité, il faut qu'il y ait des personnes identifiées comme femmes qui soient suffisamment nombreuses dans les postes de responsabilité. Mais on sait bien qu'en même temps, il y a un néo-féminisme de la déconstruction du genre, c'est-à-dire qu'une partie du néo-féminisme actuel estime que si on accepte la distinction homme-femme, on a déjà tout perdu, et que en fait, dès que cette distinction est établie comme telle, les femmes en seront les perdantes. Et donc la machinerie binaire de la définition mutuelle, de l'interdéfinition mutuelle du masculin et du féminin portera toujours tort au féminin. Donc si on veut sortir de cette oppression séculaire, eh ben, il faut déconstruire le genre. Bon, et donc les deux, vous voyez, le combat de la parité et le combat de la déconstruction du genre entrent en conflit autour de l'identité, puisque dans un cas, il faut afficher l'identité et placer des personnes de l'identité dans les postes, et dans l'autre cas, il faudrait déconstruire le genre. Et donc ce problème, il est vu dans les rangs du féminisme contemporain, et la réponse qui est donnée, généralement, elle est pragmatique. On dit, oui, dans un premier temps, il faut utiliser l'identité féminine et faire comme si elle existait, comme si elle était fondée, pour faire avancer la parité, parce que c'est un aspect du combat, mais à l'horizon, ce qu'on a, c'est la déconstruction du genre. Bon. Donc voilà, ou si vous regardez un autre motif important dans les politiques radicales contemporaines, qui est le motif de l'intersectionnalité, il s'agit aussi d'identité. Hein. Le motif de l'intersectionnalité, il fait valoir que, justement, quand on se représente les femmes comme catégorie opprimée, c'est trop simple parce que, en fait, ce qu'on a en tête, c'est des exemplaires de la catégorie femme qui sont justement des exemplaires de femmes bourgeoises, éventuellement même avec quelques attributs supplémentaires, hein, des sortes de parangons de la catégorie qui ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble de la catégorie. Et donc l'idée de l'intersectionnalité, c'est que pour voir correctement la catégorie elle-même, il faut envisager les femmes afro-américaines, les femmes afro-américaines lesbiennes, etc. Donc l'intersectionnalité, on peut avoir l'impression qu'elle va suspecter l'identité. Mais en fait, il me semble, et je reviendrai sur ce point un tout petit peu plus loin, que ce n'est pas exactement le cas, c'est-à-dire qu'en fait, on estime qu'il faut compliquer la vision du genre, mais néanmoins, chaque identité, elle est réaffirmée au moment même où elle est associée à une oppression. On ne peut pas repérer une oppression sans immédiatement mettre en jeu une identité qui subit cette oppression. Alors, ça m'amène à introduire une première partie, ça c'était mon introduction, constater simplement la domination, enfin, le rôle exorbitant de l'identité dans la politique contemporaine. Ma deuxième partie, je l'appelle l'identité possédée. Hein, et ce que je voudrais soutenir, c'est que dans les trois fonctionnements de l'identité, les trois fonctionnements politiques de l'identité que je viens d'évoquer, on comprend l'identité comme possédée. C'est-à-dire qu'on imagine qu'une identité, c'est en gros un nom commun, et on peut identifier des tas d'individus qui possèdent cette identité. On voit l'identité comme possédée, plus ou moins parfaitement, sans reste, par des individus. Alors je prends des exemples dans chacune de mes trois rubriques. Je prends l'exemple de l'Ukraine. On sait, enfin on a entendu, pareil, de même qu'on a appris beaucoup de choses sur l'épidémiologie maintenant, on a appris des choses sur l'Ukraine que nous ignorions, que nous pouvions ignorer, que beaucoup d'entre nous ignorions.
Et donc on sait que les Ukrainiens sont appelés petits Russes par les Russes. Donc ça veut dire qu'ils sont des cas de l'identité russe. Mais aussi, il y a l'idée que l'Ukraine, c'est le berceau de l'identité russe. Où là, au contraire, il semble qu'ils ont une fonction originaire. Ils ont un poids leur est reconnu dans la fondation même de l'identité russe. Mais ces deux éléments sont des éléments identitaires qui, si j'ai bien compris, dans la perspective poutinienne, justifient la guerre. Parce que si les Ukrainiens essayent de sortir de cette double fonction, d'être les petits Russes et d'être le berceau de l'identité russe, pour devenir un fragment de l'identité européenne, ben, c'est une trahison et ils font tort à une identité russe qui est toujours la leur, authentiquement, en profondeur, dans le point de vue poutinien. Donc vous voyez que l'idée qui est derrière la guerre, c'est qu'il y a une identité russe qui est possédée par les Ukrainiens et ils peuvent l'ignorer, le méconnaître et s'en éloigner, mais néanmoins, dans le fond, cette identité possédée, elle est assez forte pour qu'on puisse l'affirmer et pour qu'on puisse même faire la guerre en son nom. De même, si je prends le discours des dirigeants anti-mondialisation, comme le dirigeant du parti PiS en Pologne, le dirigeant de la Fidesz en Hongrie ou le dirigeant du parti républicain aux États-Unis, dirigeant effectif ou occulte, eh bien, l'idée, c'est que les peuples dont ils plaident la cause, ces dirigeants, ces peuples continuent de porter leur identité polonaise, hongroise ou américaine et qui sont blessés par la mondialisation. S'ils sont blessés, c'est précisément parce qu'ils sont toujours américains, polonais et hongrois. Donc la souffrance contre laquelle luttent ces dirigeants, elle renvoie à une identité possédée, qui est l'identité de Polonais, de Hongrois ou d'Américains, selon le cas. Donc je reviens sur le cas des identités opprimées, hein, et je répète ce que j'ai déjà esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui sont opprimés, qui appartiennent à une identité opprimée, ils témoignent de cette identité au moment même où cette identité fonctionne contre eux. Hein. Vous savez que dans un des discours qui est proposé aujourd'hui, par exemple, les personnes de couleur noire sont décrites comme des personnes racisées. Donc, en fait, ils ne sont pas responsables de la case identitaire dans laquelle ils se trouvent, qui est celle de la race noire. Ils sont racisés, mais quand on dit qu'ils sont racisés, ce n'est pas pour soulever une espèce de doute ou d'indétermination sur l'identité de ces personnes racisées. Ces personnes racisées, elles se trouvent identifiées effectivement comme noires dans l'exemple majeur. De même, si je reviens à l'intersectionnalité, si je prends en compte les femmes afro-américaines pour corriger la représentation usuelle, la représentation qu'on a pu se faire pendant longtemps dans l'histoire du féminisme, du genre des femmes, effectivement, cette correction est importante, mais ça ne fragilise pas les identités impliquées. C'est-à-dire qu'on continue de considérer que femme, ça veut dire quelque chose, que afro-américain, ça veut dire quelque chose. Hein. Et en gros, on infère toujours le tort de l'identité. C'est-à-dire que la qualité d'opprimé, on peut la déduire à partir du repérage de l'identité. Donc on envisage toujours les personnes victimes comme effectivement possédant l'identité au nom de laquelle elles sont victimisées. Je cite un exemple lu sur Facebook d'une jeune femme d'extrême gauche, une ancienne élève à vrai dire, et qui dit « J'appartiens au privilège blanc, mais je suis opprimée en tant que femme ». Donc, dans les deux cas, il me semble qu'elle déduit sa position favorable de son auto-identification comme blanche, et elle déduit sa position opprimée de son auto-identification comme femme. Donc voilà, c'est l'identité possédée. Alors j'aborde maintenant ce qui nous intéresse le plus, le cas de l'identité juive. Alors, on parle souvent justement de l'identité juive, et on a l'impression que ça se range dans ce qui précède. Et effectivement, on a l'impression, enfin, c'est un discours qu'on peut entendre et on peut avoir le sentiment qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Les juifs ou les juives,
étant bon élève de la modernité, j'écris juif, parenthèse V-E-S au bout. Donc ces personnes aiment l'identité juive comme une identité possédée. À première vue, on a l'impression que l'identité juive, ça rentre dans la catégorie générale de l'identité possédée que je viens d'esquisser. Et on peut penser à Freud. Vous savez que Freud, qui était complètement à distance de toute observance et qui en fait vivait pour l'essentiel comme un fonctionnaire de l'humanité, enfin pas comme un juif, disons, et bien néanmoins il éprouvait une fierté très, très forte d'être juif. Être juif, il se comptait comme juif et il en éprouvait une fierté, une grande fierté. Ce qui veut dire qu'il se percevait lui-même comme possesseur de l'identité juive. Donc on est dans le schéma de ce que j'appelle l'identité possédée. Donc à partir de cette première remarque, on peut se demander ce qu'il en est de la construction intellectuelle léguée par la tradition pour déterminer le sens de l'identité juive, comment fonctionne la réponse traditionnelle à la question « qui est juif ?» Alors, donc on sait ça, enfin, on a entendu des choses à ce sujet. Là, c'est des connaissances plus anciennes que celles sur l'épidémiologie ou sur l'Ukraine. Donc on a entendu dire que est juive la personne enfant d'une mère juive ou la personne ayant traversé la procédure de la guéroute. Et ces deux définitions se laissent unifier, parce qu'on peut dire que est juive la personne à qui la loi juive incombe. Parce que l'enfant de la mère juive, la loi juive tombe sur ses épaules, et la personne qui a traversé la procédure de la guéroute, elle déclare justement qu'à partir du moment où elle est admise par le tribunal, eh bien la loi juive la concerne. Elle a donné son allégeance à la relevance vis-à-vis de la loi juive. Donc on part de cette définition. Alors cette définition, très connue je crois, elle a un grand défaut logique, qui est que le definiendum revient dans le definiens. Alors, donc, ouais, quand on fait de la logique, il faut parler latin. Donc le definiendum, c'est ce qui doit être défini, et le definiens, c'est le définissant, ce qui définit. Et donc là, vous voyez que si je regarde mes définitions, si je dis que est juive la personne qui est enfant d'une mère juive, il y a juif dans ma définition, puisqu'il y a mère juive dans ma définition. Et si je dis que est juive la personne à qui la loi juive incombe, de nouveau, il y a juif dans la définition, puisqu'il y a loi juive. Et donc, classiquement, on considère que quand le definiendum revient dans le definiens, la définition est mal foutue. Si vous cherchez dans un dictionnaire la définition de bibelot et que vous trouvez que dans la définition, on appelle bibelot quelque chose qui est à côté d'un bibelot, bon, vous n'êtes pas satisfait. Donc cette définition, elle est mal faite. Elle n'est pas toujours mal faite, on sait bien en logique aussi, on le sait au moins depuis une centaine d'années à peu près, que dans certains cas, une définition peut être comme ça et être une bonne définition. Elle peut avoir un definiendum qui revient dans le definiens et être quand même une définition bien construite. C'est dans le cas où il s'agit d'une définition récursive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une définition récursive? Oui, c'est là que mon exposé a l'air sympathique, mais finalement ne l'est pas totalement, parce que je suis obligé de vous embêter, par exemple, avec la notion de définition récursive. Qu'est-ce que c'est qu'une définition récursive? C'est une définition où on définit une classe d'entités en désignant des éléments primitifs de cette classe et puis des procédés de fabrication qui permettent d'engendrer tous les autres. Alors l'exemple le plus simple de définition récursive, c'est ce qu'on appelle une rame. C'est un concept SNCF que je suis en train de déployer devant vous. Qu'est-ce que c'est qu'une rame? Une rame, c'est soit un wagon, soit quelque chose que j'obtiens en accrochant un wagon à une rame. Donc vous voyez, les wagons, c'est les rames primitives, les objets primitifs de la classe. Un wagon, c'est déjà une rame. Et deuxièmement, si j'ai une rame et si j'accroche un wagon, j'obtiens une nouvelle rame, procédé de fabrication. Donc vous voyez qu'avec cette définition, alors le mot rame revient dans la définition, puisque je suis obligé de dire si j'ai une rame et que j'accroche un wagon, j'ai une nouvelle rame. Donc j'ai bien le definiendum qui revient dans le definiens. Mais quand même, cette définition, elle est bien foutue, parce qu'elle me dit comment fabriquer toutes les rames. Je pars de ma rame primitive qui est le wagon, puis j'accroche des wagons autant que je veux, et j'arrive à constituer
une rame de 5 wagons ou de 10 wagons, etc. Donc vous voyez qu'une définition récursive, ça peut marcher. Mais donc, vous comprenez en même temps à quelles conditions ça marche. Ça marche si on a des éléments primitifs et des modes de fabrication pour engendrer tous les éléments de la classe. Alors, dans le cas qui nous intéresse, il y a 2 choses à définir. C'est ça qui est apparu dans l'esquisse de discussion de tout à l'heure. C'est qu'il faut définir les personnes juives, d'une part, et d'autre part, la loi juive. Donc, dans les 2 cas, il nous faut des éléments primitifs de la classe. Alors, selon la tradition, qui sont les éléments primitifs de la classe des personnes juives? C'est les gens qui, au pied du Sinaï, reçoivent la loi. Et quel est l'opérateur qui fabrique? Ben, c'est la procréation. C'est ce que disait la définition, l'enfant de la mère juive. Si vous prenez la loi, quelle est la donne primitive de la loi? Ben, la donne primitive de la loi, c'est soit la stèle dans le film d'Hollywood, hein, soit les livres législatifs de la Torah. Et quelle est la procédure de fabrication? Ben, c'est l'élaboration par les sages, c'est-à-dire la Mishnah, la Gemara, les leçons des Gaonim, des Rishonim, des Aharonim. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez que dans le schéma d'une définition récursive normale, c'est purement additif. Les procédures de fabrication, elles font que ajouter des éléments à la classe. Dans le cas de l'élaboration de la loi par les sages, c'est plus compliqué, parce qu'il y a certains cas où ce qu'enseigne la Mishnah, ça inverse complètement ce qu'il y avait dans les livres législatifs, où ça l'altère profondément. Donc en fait, cette élaboration, elle est d'une nature un peu spéciale. Mais quand même, en gros, c'est le même schéma. On a une forme primitive et un mode d'élaboration. Alors, quelle est l'idée de ce système? L'idée de ce système, c'est que les 2 récursions, hein, la récursion qui définit le collectif juif et la récursion qui définit la loi juive, il ne faut pas que ces 2 récursions n'aient rien à voir l'un avec l'autre. Et donc, l'idée de ce qu'on pourrait appeler le projet juif, c'est que les personnes qui vont se trouver juives par l'application de la règle de la procréation à partir de la donne de ceux qui ont reçu la loi au Sinaï, ces personnes-là vont regarder la loi comme quelque chose qui les concerne. Donc voilà l'idée du système, hein, c'est que les personnes héritant du fardeau de la loi vont l'observer ou en tout cas la regarder comme les concernant, plus minimalement. Donc l'identité juive, ce qu'on pourrait appeler l'identité juive, elle se définit comme le mouvement historique de la convergence partielle entre un collectif et la loi adressée à lui. Le collectif est supposé observer la loi, cependant que les sages élaborent cette loi en l'étudiant. Donc on arrive au motif qui est le motif principal de mon livre de 2017, hein, qui est le motif de l'étude-observance, de ce que j'appelle l'étude-observance. Donc l'étude-observance, c'est un mot valise où je mets ensemble l'étude, donc l'étude de la loi, l'étude des textes traditionnels, l'étude du Talmud, essentiellement, mais bon, il y a d'autres aspects dans l'étude. On pourrait mettre l'étude de la Kabbalah, l'étude de la Torah, mais disons au premier chef l'étude du Talmud. Et de l'autre côté, il y a l'observance qui est un comportement pratique, savoir si on suit les règles traditionnelles ou non. Alors, donc, pourquoi je parle d'étude-observance? C'est parce que j'insiste sur le fait qu'il y a un rapport circulaire et réciproque entre l'étude et l'observance. Premièrement, 3 aspects de ce rapport, de cette interdéfinition, de cet entrelacement de l'étude et de l'observance. Premièrement, l'étude est elle-même commandée, elle fait partie de l'observance. Deuxièmement, évidemment, il faut étudier pour savoir précisément ce qu'il faut faire. Dans beaucoup de cas, si vous voulez clarifier ce que demandent les commandements de la loi juive, et bien justement, il faut étudier. C'est la méthode. Alors, il y a des courts-circuits. Vous pouvez aller voir des livres de résultats qui ont été mis à disposition des Juifs depuis des siècles et qui éventuellement permettent d'omettre l'étude, parce que vous récupérez tout de suite les prescriptions
dans leur effectivité. Mais en fait, si on en croit le Maharal de Prague, troisième point, c'est pas vraiment bien de faire ça, c'est pas ça le but du système, hein, parce que selon le Maharal de Prague, l'enjeu n'est pas seulement d'observer, mais aussi de vivre le monde selon les catégories de la Guémara. Toute la discussion de la Guémara dégage un système de catégories qui est l'ensemble des catégories suivant lesquelles les sages de la Guémara voient le monde humain. Et en fait, le but, selon le Maharal de Prague, c'est pas purement et simplement de faire les commandements, mais aussi de voir le monde humain suivant ces catégories, qui sont les catégories qui sont le cadeau ultime des sages. Le cadeau ultime des sages, c'est ces catégories qu'on trouve dans la Guémara en étudiant. Alors donc, si vous prenez les choses comme le Maharal de Prague le fait, évidemment, le projet juif est hautement idéaliste, premièrement, parce qu'il faudrait que tout le monde pût pénétrer la discussion de la Guémara. Et bon, et tous ceux qui ont pris un peu connaissance de la tâche intellectuelle en question savent que c'est une tâche professionnelle extrêmement délicate, hein, ça ne va pas de soi. Donc il est hautement idéaliste d'imaginer que tout le monde pourrait atteindre ensemble ce niveau. Ce côté, on peut dire d'un côté, ça c'est le côté sympa, on dit c'est hautement idéaliste, mais si vous êtes plus méchant, vous pouvez dire que c'est torturer les gens que de les obliger à une chose pareille, que c'est méchant, quoi, tout simplement. Alors voilà une deuxième remarque sur l'étude d'observance. Là, je vous donne un peu une idée du contenu du livre. Hein. Il faut se déprendre de la vision la plus évidente que nous pouvons avoir du rapport entre théorie et pratique. Là, on rejoint le cours suivi par Clément Drouet. C'est-à-dire qu'il faut changer la philosophie de l'action qui est la nôtre. Hein, parce que, au fond, dans notre philosophie de l'action standard, pour autant que nous sommes rationalistes, mais bon, un philosophe part de l'hypothèse que tout le monde est rationaliste. Donc, pour autant que nous sommes rationalistes, nous estimons que lorsque nous faisons quelque chose, c'est après avoir délibéré et nous avons trouvé des raisons pour faire la chose que nous faisons. Donc la contribution de la raison, elle est préalable à l'action et elle légitime l'action. Il y a une délibération rationnelle et le résultat de cette délibération rationnelle, c'est que nous trouvons des bonnes raisons de faire ceci plutôt que cela. Donc c'est l'idée que le théorique guide l'action et même en fait la légitime et prescrit le choix de l'action. Alors, dans le cas de l'étude et de l'observance, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, c'est-à-dire que l'étude n'est pas là pour fournir à l'observance ses raisons. C'est pas ça la raison d'être de l'étude. Hein. L'étude, elle permet d'atteindre les significations qui, d'après les sages, sont impliquées dans les actions de l'observance. C'est les significations qui permettent de lire l'enjeu de l'observance. Si vous avez étudié la Guémara, si vous avez compris les catégories qui sont mises en avant par les sages de la Guémara, ben vous voyez quelle vision du monde humain s'associe à telle mitzvah particulière, et donc vous pouvez, si vous observez, vivre le monde au niveau de ces catégories, ce qui est l'enjeu d'après le Maharal de Prague. Donc les significations en question, ce n'est pas les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites, c'est en fait le package complet. En fait, l'action n'est pas suffisante, il faudrait aussi vivre les significations associées. Et l'étude nous permet de rejoindre les significations associées, simplement. Alors, en fait, on peut nuancer ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'au second tour, c'est-à-dire si vous étudiez souvent la Guémara, si vous étudiez beaucoup de morceaux de la Guémara relatifs à tel ou tel morceau de loi, au bout d'un certain temps, vous pouvez avoir l'impression que le regard des sages sur le monde humain est un regard généreux, profond, intelligent, et donc vous pouvez avoir envie d'embarquer dans cette affaire de l'observance au nom de la qualité que vous lui reconnaissez. Donc au second tour, vous pouvez retrouver le schéma pratique standard, mais c'est pas, à la base, ça ne fonctionne pas selon le schéma pratique standard. Quelques mots sur l'élection, la notion qui fâche.
Alors, littéralement, l'élection signifie que les commandements de la loi juive concernent seulement les personnes juives. Donc en fait, l'origine de ce petit livre, c'est que mon vieux camarade Gérard Rabinovitch m'a engagé dans des stages qu'il organise pour les enseignants du second degré, qui s'appelle Connaissance du monde juif. Et donc régulièrement, je me trouve devant un public de profs du secondaire, principalement des profs d'histoire, et donc je dois faire une conférence introductive qui explique ce que c'est que cette histoire d'être juif, comment ça fonctionne, de quoi il retourne. Et donc je leur fais et donc le livre que j'ai publié en 2017, c'était en essayant de profiter de mes efforts de pédagogie en direction des collègues du secondaire dans ces stages de connaissance du monde juif. Au bout de 10 ans, j'avais l'impression d'avoir trouvé des méthodes pour raconter tout ça qui font passer plus le message. Et donc j'ai voulu mettre ça dans un livre dont j'espérais que tout le monde allait le comprendre extrêmement facilement, parce qu'il me semblait avoir réussi quelque chose d'incroyablement pédagogique. Mon épouse ici présente a collaboré pour améliorer le manuscrit, pour le rendre plus compréhensible dans quelques passages. L'éditeur aussi a signalé quelques passages qui n'étaient pas clairs. Donc voilà le résultat. J'ai fait tout ce que je pouvais, en tout cas, pour être maximalement clair. Si le livre vient entre vos mains, vous me direz comment vous jugez le résultat. Donc s'agissant de l'élection, ce que je dis généralement, c'est que l'élection protège les personnes non juives. Parce que, bon, il me paraît évident, si on a une vision un peu précise de l'étendue de ce qui est exigé par la loi juive, personne ne souhaite ça à son pire ennemi. Donc le fait que ça soit uniquement pour les personnes juives, c'est génial pour les personnes non juives. Elles sont protégées par l'élection, justement, c'est le premier point. Alors pour rendre ça clair, je donne des exemples universitaires. Je ne sais pas si... Alors le problème, c'est que pour des personnes universitaires, je pense que ça va marcher, mais pour d'autres personnes, ça risque d'être plus opaque. J'ai remarqué, moi, en siégeant dans les comités de sélection où on recrute quelqu'un sur un poste de maître de conférence en philosophie, j'ai remarqué que quand on avait affaire, alors c'est des personnes qui ont tout un doctorat, sinon elles ne pourraient pas être candidates à un poste de maître de conférence dans une université, et j'ai remarqué que les personnes qui sont étrangères, on ne regarde pas si elles ont été reçues dans le passé à une école normale supérieure, et on ne regarde pas si elles ont eu l'agrégation. Parce que pour les étrangers, il n'y a pas ces obligations-là. En revanche, les Français, c'est perçu d'une manière ou d'une autre. Quand dans les discussions, soit la personne qui défend le dossier, elle va dire c'est un ancien élève de l'école normale supérieure, il a été reçu 5e à la grecque, enfin oui, ce truc. Il ou elle. Donc voilà, donc moi je traduis en disant l'obligation de passer ces concours rutilants ne concerne que les Français. Les gens qui sont élus, c'est les Français. Les autres, ils n'ont pas besoin. Ou de même, l'impôt allemand ne nous concerne pas en tant que Français. Donc tout ça, c'est la même idée, c'est l'élection protège les personnes non juives. Et alors évidemment, on peut entendre les choses autrement. On entend les choses autrement si on accède à l'idée de fierté d'avoir des commandements. On imagine un conflit entre deux personnes et une personne la ramène auprès de l'autre en lui disant « j'ai plus de mitzvot que toi ». Alors ça, je pense que dans la société contemporaine, presque personne ne comprend ça. Le rapport de Frimm, ce par quoi je prends l'ascendant sur autrui, c'est quand je suis plus libre qu'autrui. Convaincre autrui qu'autrui devrait m'accorder une sorte de préséance parce que j'ai plus d'obligations que lui, selon mon expérience, ça n'a jamais aussi mal marché que dans la société contemporaine. Dans les sociétés plus traditionnelles, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, ou même il y a 20 ans, ça pouvait encore un peu passer, mais dans la société actuelle, il me semble qu'à peu près tout le monde est convaincu que la seule valeur, c'est la liberté, et que donc exciper de l'avantage qu'on aurait
parce qu'on a un supplément d'obligation, c'est mal compris. Je cite quand même un exemple toujours où des personnes semblent comprendre ça. C'est une pièce de Marivaux qui s'appelle La Colonie, sauf erreur, où il y a des personnes d'un bateau, enfin c'est un peu Lost hein, par avance, c'est des personnes qui atterrissent sur une île parce qu'un bateau a fait naufrage, et donc il y a tout un groupe de personnes. Parmi ces personnes, il y a des nobles et des roturiers, et ils finissent par décider qu'il faut qu'ils reconstruisent une société. Et donc ils discutent de savoir quelles vont être les règles de cette nouvelle société qu'ils vont construire sur l'île. Et donc ils ne sont pas obligés de reproduire exactement toutes les règles de la société dont ils proviennent. Et donc il y a une discussion entre une femme qui représente les femmes nobles et une femme qui représente les nobles, les femmes roturières. Et la femme noble dit, puisqu'on a la possibilité de faire une utopie, de créer une société avec des règles nouvelles, ce qu'on pourrait faire, c'est annuler cette espèce de règle mauvaise, maléfique qu'il y a dans les sociétés dont nous venons, qui est que la fidélité, c'est seulement pour les femmes, que les hommes font ce qu'ils veulent, et que les femmes sont soumises à l'impératif de fidélité. C'est injuste. Dans la société que nous allons construire, éliminons cette dissymétrie. Et la femme roturière, la femme du peuple, elle dit mais c'est une mauvaise disposition parce qu'avec cette disposition, les femmes ont un prestige supérieur, une grandeur supérieure par rapport aux hommes, parce que tout le monde sait que si les mariages peuvent tenir le coup, c'est uniquement grâce à elles. Donc cette disposition qui fait que les femmes ont plus d'obligations que les hommes, en fait, constitue la grandeur des femmes. On sait que les familles et les couples reposent sur leurs épaules. Donc vous voyez que dans le cadre de cette discussion, Marivaux semble prêter à la leader du groupe des femmes du peuple la connaissance de la grandeur de l'hétéronomie, c'est-à-dire le fait que d'avoir plus de mitzvot, ce n'est pas forcément un désavantage. Mais en tout cas, dans la société contemporaine, c'est rarement vu comme ça. Alors, évidemment, il y a une autre réponse au problème de l'élection. Supposons que vraiment, on ait affaire à des interlocuteurs qui comprennent la grandeur du fait d'avoir des obligations. Il y a la réponse lévinassienne. Lévinas dit très explicitement, en plusieurs endroits de son œuvre, que nous sommes tous élus dans l'éthique. C'est-à-dire que le visage nous appelle à son secours et nous appelle à l'écouter. Il nous appelle à la fois à lui porter secours et à écouter son enseignement. C'est toujours les deux à la fois chez Lévinas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une détresse et une hauteur. Et donc dans cette situation, j'apprends l'éthique et cette obligation éthique du secours et de l'écoute, elle me tombe dessus, je suis élu par elle, c'est les mots exacts de Lévinas, au sens où je ne peux pas décliner. Devant l'obligation lévinassienne, on a envie d'avoir un comportement à la Charlie Chaplin, hein, c'est-à-dire à tourner vers derrière. L'obligation vient sur nous comme une sorte de flèche et on essaie de dévier vers quelqu'un d'autre, ça concerne quelqu'un d'autre. Mais non, l'idée lévinassienne, c'est que nous sommes élus, c'est que c'est incessible, c'est l'adjectif qu'il utilise, c'est à nous d'écouter et de porter secours. Il y a aussi la vision juive de l'humanité dans son ensemble, la vision juive des Bnei Noach, où on sait que l'humanité non juive, dans la tradition juive, elle est aussi sous obligation, mais sous un système de commandement plus fruste, limité à 7 commandements. Alors, donc une fois qu'on a vu tout ce qui précède, on peut ouvrir une autre rubrique qui est l'identité idéale. J'avais l'identité possédée, le cas de l'identité juive, et maintenant j'ouvre une nouvelle rubrique, un nouveau chapitre, si vous voulez, qui est l'identité idéale. Donc ce que je voudrais dire, c'est que l'identité juive telle qu'on vient de la parcourir et de la décrire, elle déroge au modèle de l'identité possédée, à mon avis, de deux manières. D'une part, elle est inséparable de l'identité de la loi juive. Donc dans cette identité, il y a quelque chose d'originairement non personnel. Je peux pas me comprendre comme une personne juive
sans en même temps penser la loi juive, sans en même temps penser comme juif quelque chose qui n'est pas une personne, qui est une loi. D'autre part, cette identité, elle est de l'ordre de ce qui est commandé plutôt que de ce qui est. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune substance particulière qui est attribuée à la personne juive, juste les commandements tombent sur ses épaules. Ce qui veut dire que si vous prenez au sérieux tout ça, si vous le comprenez, vous vous déclarez juif ou juive en tremblant. Parce que ça veut dire que vous auriez à réussir quelque chose d'extrêmement difficile. Alors il y a une manière traditionnelle de se défausser du problème, vous la connaissez, hein, on dit que la personne juive est celle dont les enfants sont juifs. C'est-à-dire, c'est la personne qui a transmis l'enjeu. Ce qui revient à pouvoir, d'une certaine façon, se déclarer juif sans trembler, dans la mesure où on met un peu en marge la tâche de l'observance. Bon, alors, ça c'est ce que j'appelle l'identité idéale. C'est une identité qui n'est pas une identité possédée, c'est une identité qui est essentiellement un défi. Je ne peux me réclamer de cette identité qu'en tremblant. Alors, je peux proposer quelques analogies. Alors, lorsque je fais ce type d'exposé devant les profs des stages de connaissance du monde juif, je leur dis que pour moi, l'identité d'enseignant est de ce type. Je ne me déclare enseignant qu'en tremblant, parce que j'ai dans l'idée ce qu'il faudrait réussir pour être enseignant, et il faudrait savoir incroyablement bien la chose qu'on enseigne. Je me souviens que j'avais un collègue qui disait ça, c'est que pour bien enseigner une chose, il faut la savoir à un degré de profondeur n plus 10 par rapport à n, si n est le niveau des personnes à qui on enseigne. Première chose. Deuxièmement, il faudrait être capable de clarifier le message pour le transmettre jusqu'au bout de la clarification possible. Et ça, si on a un peu d'expérience de ce boulot-là, c'est un boulot terriblement difficile, à nouveau. Il faudrait trouver toutes les techniques, il faut trouver la bonne atmosphère affective pour réussir la transmission, etc. Donc il y a se dire enseignant, c'est pareil que se dire juif, à mon avis. C'est s'exposer au défi d'une identité idéale. Alors, je voudrais évoquer aussi se dire mathématicien, puisque Vladimir Goutovski en a parlé, hein, c'était dans mes exemples. Hein. Alors, en principe, un mathématicien, ce qu'on appelle mathématicien, j'ai écrit la formule logique, m de x équivaut à il existe y quelque thy est prof de xy. Si vous voulez oublier ce codage, un mathématicien, ce qu'on appelle mathématicien, c'est une personne qui a démontré un théorème. Au moins un théorème. Il existe une chose qui est un théorème et que cette personne a démontré. La définition rigoureuse de mathématicien, c'est ça. Alors oui, c'est une définition qui apparemment est factuelle. On peut vérifier si quelqu'un est mathématicien ou non. On regarde s'il y a une publication et au moins un théorème qui porte sa signature. En fait, ça a beau être apparemment factuel, ça suscite le tremblement, hein, parce qu'on sait bien que démontrer un théorème, ça ne va pas de soi. Hein. Donc, se déclarer mathématicien, on est exposé à... Quelqu'un va vous demander, qu'est-ce que vous avez démontré? On est tout de suite mal. Et en fait, dans l'expérience de la vie, les gens ne se déclarent pas mathématiciens sans trembler de nouveau. Donc c'est un bon exemple aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des usages plus relâchés. On peut appeler mathématicien une personne qui a une formation en mathématiques ou qui enseigne les mathématiques, mais c'est pas la même chose. Bon, alors, je reviens sur la catégorie de femmes qui jouaient déjà un rôle dans mon évocation de la politique contemporaine. Je pense qu'on peut lire l'identité de femme comme une identité idéale. C'est-à-dire qu'on peut dire que la catégorie de femme, elle se définit comme l'ensemble des personnes qui reçoivent l'appel à satisfaire des mitzvot qui seraient des mitzvot de la féminité. Et si cette lecture est juste, à ce moment-là, on ne se déclarerait femme qu'en tremblant. Je pense que cette manière de voir l'identité féminine existe.
Il y a des gens qui la comprennent comme ça, je veux dire, des femmes en particulier. Mais évidemment, on sait bien qu'il y a une contre-théorie de ce que c'est que la catégorie des femmes. Il y a la théorie biologique, hein, qui prétend être... Le discours de la biologie, à beaucoup d'égards, pense avoir une capacité d'identification suffisante des femmes, même s'il y a des cas limites, hein, mais quand même, la catégorie est suffisamment identifiée de manière biologique. Et d'autre part, il y a la théorie du genre. Du point de vue du genre, il y a une construction sociale qui assigne un certain rôle aux femmes. Ça aussi, finalement, ça définit une catégorie. On va la repérer en observant un ensemble de propriétés sociales qui peuvent être... Bon, le féminisme a décrit beaucoup de ces propriétés comme des propriétés infamantes et mutilantes, ce qui fait expliquer que l'identité de femme pourrait être aussi une identité idéale où il y a des mitzvot de la féminité dont on pourrait être fier, c'est compliqué en raison de l'existence de toute cette identification sociologique du genre comme quelque chose qui porte tort aux individus biologiquement féminins. Donc tout ça pour dire que l'identité idéale, ça n'a pas comme seul exemple le cas juif. On voit d'autres exemples. Et il me semble que, souvent moi, dans ce que j'ai perçu de l'histoire du féminisme, dans les rangs même des féministes, il y a des gens qui, en dernière analyse, sont fiers des mitzvot de la féminité, un peu comme la femme du peuple dans la pièce de Marivaux, à tort ou à raison, hein. Je ne veux pas juger, je ne veux pas trancher, mais je pense que la possibilité de voir le féminin sous l'angle de l'identité idéale, c'est pas quelque chose de vide, ça existe. Alors, bon, normalement, j'avais prévu une partie ici pour vous parler d'une autre version de l'identité idéale, qui est la version de l'identité idéale en mathématiques, mais je prends conscience du fait qu'il ne faut pas exagérer. Donc je vous épargne, je saute cette partie. Mais oui, pour moi, ça vient un peu... J'ai toujours l'impression que pour traiter le sujet, à un moment, il faut parler des maths, quel que soit le sujet. De même que quand je suis appelé à intervenir, par exemple, dans le cadre d'une préparation de l'agrégation en philo, j'ai toujours l'impression qu'à un moment, il faut parler de Kant. Pour moi, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qui enrichissent le propos. Peu importe. Je vous épargne. Donc, je vous épargne vraiment. Et je termine avec une dernière section de cet exposé que j'appelle « Les ouvertures du fait juif », pour vous parler d'un autre aspect du livre, qui est le chapitre pré-conclusif. C'est pas tout à fait après ce chapitre, il y a un chapitre qui s'appelle « Conclusion ». Ce chapitre s'appelle « Le fait juif dans sa résonance ». Et j'essaie d'expliquer de quelle manière, ce que j'appelle le fait juif, l'expression a été prononcée tout à l'heure par Clément, je crois. Ce que j'appelle le fait juif, c'est la persistance de quelque chose dans l'histoire. Tout le monde observe qu'il y a un truc qui insiste dans l'histoire, qui est là depuis extrêmement longtemps, et qui continue. Et non seulement ça persiste, mais en fait, ça persiste sur le mode d'une perpétuation qui ouvre un avenir. C'est-à-dire que le fait juif, il continue et nous le voyons comme ayant toujours un avenir. Donc c'est ça que j'appelle le fait juif, c'est cette espèce d'insistance qui peut être vue comme incompréhensible par beaucoup de gens. Et beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi ça continue? Comment ça se fait que ça continue? Et comment ça se fait que ça continue même à ouvrir un avenir? Bon, alors, le fait juif dans sa résonance, je dis que ce fait juif, il compte pour l'humanité au-delà du cercle de celles et ceux que la loi juive concerne. Non seulement ça compte pour l'humanité, mais c'est susceptible d'inspirer l'humanité au-delà de ce cercle. Donc vous voyez que ça, c'est une autre manière d'aborder le problème de l'identité. Hein. C'est-à-dire que j'essaye de... D'un côté, il y a l'identité idéale qui s'associe au fait juif. Hein. C'est-à-dire il y a une exigence, il y a une identité de l'ordre du défi, que j'appelle identité idéale,
qui est définie par la tradition juive de façon rigoureuse. Donc cette identité idéale, elle provoque l'humanité, mais elle provoque l'humanité dans la mesure où des gens qui sont séduits par cette identité juive ayant le format que la tradition lui donne, ben, ils peuvent vouloir rejoindre. C'est la procédure de la Guéroute, justement. Donc cette identité idéale-là, elle est fondée sur le socle conceptuel légué par les sages. Mais on sait bien que, néanmoins, d'abord à l'intérieur même du monde juif, il y a énormément de gens qui s'abstiennent complètement vis-à-vis de ce legs traditionnel, qui estiment qu'ils n'ont pas à relever le défi de l'identité idéale juive selon la tradition, tel que relever le défi de l'observance et de l'étude-observance. Mais au-delà, il y a énormément de gens pour qui ça n'a même pas de sens du tout. Cette affaire juive, cette affaire de l'étude-observance, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent même concevoir. Alors, je soutiens que néanmoins, il y a des choses qui émanent de la tradition et qui peuvent être entendues, valorisées et reprises par n'importe qui. Donc il y a une autre identité idéale que je pourrais appeler l'identité idéale judéo-humaine, qui est l'espèce de message de l'ordre de l'identité envoyé par la tradition juive au-delà d'elle-même, dans la direction de l'humanité dans son ensemble. Et je la comprends à partir de 3 mots clés qui sont les mots mémoire, concret et humain. Je commence par le mot mémoire. Alors, le contexte, je pourrais appeler idéologique, mais ce mot n'est pas idéal, hein, parce que les gens comprennent des choses variées là-dedans. Moi, idéologique, c'est le contexte d'idées, hein, c'est tout ce que je veux dire. Le contexte d'idées dans lequel nous baignons privilégie, je crois, le présent et la futurition. C'est-à-dire le fait de viser le futur à partir d'un présent. Celui qui est typique de ça, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, il explique assez clairement que la réalité humaine, ce qu'il appelle le pour soi, est toujours dans une situation, hein, et cette situation, elle est déterminée par le projet de dépassement qui est le mien. Le pour soi, quand il est dans une situation, il est toujours en train de vouloir dépasser cette situation. Il est un projet, c'est-à-dire qu'il est toujours sur le point de dépasser la situation qui est la sienne. Ou encore, on mesure la situation par rapport au dépassement. C'est en regardant le projet de dépassement que je peux identifier ce qui est la situation, parce que la situation, c'est ce qui est reconnu par le sujet, par le pour soi, comme la résistance au dépassement dans lequel il est déjà engagé. Donc ça amène à privilégier le présent et le futur uniquement. Et le rapport au passé, on a l'impression que dans cette vision, qui, je crois, est celle de presque tout le monde, hein, si vous discutez avec des gens, la manière dont ils conçoivent le bon rapport à la vie, c'est toujours le bon rapport à la vie, c'est le rapport où je comprends qu'il n'y a que la situation présente et ce que je peux en faire. C'est ça. Donc ceux qui se lamentent ou qui exultent parce qu'ils voient des telles ou telles choses dans le passé, il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, etc., ils sont dans l'irréalité coupable parce qu'ils ne sont pas en train de se coltiner leur situation et ce qu'ils peuvent en faire. Donc la mémoire, elle a l'air d'être dévaluée a priori. Pourtant, il faut comprendre que la mémoire, ça nous sauve de la fuite héraclitéenne inexorable. Vous avez entendu parler de Héraclite l'Obscur, qui nous enseigne qu'on ne peut jamais se baigner 2 fois dans le même fleuve, qui nous enseigne que tout coule, tout passe, et donc tout fuit. Mais justement, si vous comprenez l'enseignement d'Héraclite de façon radicale, vous voyez qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'organisme, parce que l'organisme il est en train de fuir selon le vieillissement. Il n'y a pas de langage, parce que la langue fuit, tout fuit. Donc, en fait, qu'est-ce qui nous sauve de la fuite héraclitéenne inexorable? C'est la mémoire. Pourquoi est-ce que nous avons un monde en commun? Pourquoi est-ce que nous avons des mots en commun? Nous pouvons discuter d'une situation politique, nous pouvons discuter
d'une culture partagée. Je peux susciter avec vous la discussion de savoir si vous préférez Corneille ou Racine. C'est une discussion qui... parce que nous avons assez de mémoire pour nous identifier comme Français et nous connaissons l'enjeu, Corneille ou Racine. Donc voilà, tout ça c'est grâce à la mémoire. Si vous enlevez la mémoire, il n'y a plus rien de partagé. Et en fait, si vous enlevez la mémoire, le futur sartrien, le futur du dépassement de la situation, il est toujours à la mesure du présent. Le futur que je vis, c'est toujours le futur dans lequel je dépasse le présent, mais ça veut dire que ce futur, il est configuré par le présent. Si vous voulez viser un futur qui soit vraiment utopique, qui soit vraiment hétérogène par rapport à la situation, vous avez besoin des ressources de la mémoire, à nouveau, pour imaginer un futur autre. Alors, la tradition juive valorise la mémoire. D'abord, on se souvient de l'alliance, c'est fondamental. Lévinas, dans son article « Être juif », en évoquant Sartre, justement, va jusqu'à dire « Seul l'homme juif a un passé ». Bon, l'énoncé est fort, mais on comprend ce qu'il veut dire. L'identité juive que j'ai évoquée tout à l'heure, elle est tout entière référence à un passé qui est le passé de l'alliance, de la donation au Sinaï, etc. C'est par rapport à ça que tout le système prend sens. Alors, on sait aussi que l'observance est liée à une mémoire. Il y a une catégorie juridique de la loi juive, qui est la catégorie de Böschogeg, qui dit que toutes les fautes vénielles, mais les fautes vénielles sont justement les fautes par oubli, toutes les fautes que je peux commettre qui relèvent d'un oubli de ce en quoi consistait exactement la loi, eh bien je peux m'en acquitter par sacrifice. Donc vous voyez que la loi, elle prend en charge cette catégorie de la mémoire de la loi, qui fait partie de ce qui pose la loi et de ce qui va déterminer le tarif. Vous avez le maranisme, qui est un autre exemple du lien intrinsèque de la condition juive avec la mémoire. Vous avez des gens qui sont restés juifs en un certain sens, juste en gardant une certaine mémorisation de l'affaire juive, mémorisation qui pouvait être finalement extrêmement partielle, mais il restait toujours assez de mémoire pour que les maranes demeurassent partie prenante du fait juif. Il y a l'histoire du Baal Shem Tov que je raconte dans le livre, hein, qui est le maître du bon nom, le fondateur du chassidisme. Il explique à sa communauté que lorsqu'ils ont des fortes difficultés, il faut aller à un certain endroit de la forêt, allumer un feu et dire une prière. Et il leur lègue précisément le lieu dans la forêt, la consigne d'allumer un feu et le texte de la prière. Puis ensuite, à la génération d'après, on a oublié qu'il faut allumer le feu. À la génération qui vient ensuite, on a même oublié à quel endroit de la forêt il faut aller. Et puis on oublie la prière, c'est la première chose qu'on oublie, je pense. Mais finalement, on arrive à une génération où ils se souviennent juste de l'histoire, et ça suffit, en fait. Ça suffit à sauver la communauté. Donc vous voyez, c'est une histoire qui met en scène la profondeur et la puissance de la mémoire comme ce qui détermine la stature même des Juifs dans le monde. On peut dire aussi que cette fameuse étude de la Guémara, où il faut arriver à ce stade intellectuel grandiose, qui est qu'on comprend les significations qui sont dégagées par l'étude de la Guémara, tout ça c'est une accumulation, c'est-à-dire que vous avez les ressources de la Torah qui sont utilisées par les sages de la Guémara pour présenter leur discussion, vous avez la Mishnah, vous avez la Guémara, et puis vous avez tous les sages qui viennent après et qui nous éclairent sur tout ça. Donc tout ça, si vous enlevez, ça tient par la mémoire, ça tient par une élaboration où il y a les couches, mais chaque couche n'existe que dans sa mémorisation des couches précédentes. Donc la tradition juive a beaucoup fait pour installer la mémoire comme le centre de la vie vraiment humaine. Et l'humanité, elle n'ignore pas complètement ça, l'humanité au-delà du monde juif. Il y a un certain nombre de circonstances où l'humanité sait valoriser un passé qui nous mande. Parce que c'est ça l'idée juive, c'est l'idée qu'il y a
un passé qui nous mande, qui exige quelque chose de nous. Par exemple, on comprend le respect des parents et on comprend l'idée que les parents proposent un modèle. Ça, très rares sont les gens qui sont totalement incapables de donner de la valeur à ça. Je suis l'enfant de tel et tel parent et je veux maintenir un certain nombre de choses qui m'ont été léguées par ses parents. Je prends toujours l'exemple pour convaincre mon public des gens qui sont dans une famille de révolutionnaires. Ils estiment qu'ils ont à suivre le modèle révolutionnaire à leur manière, eux aussi, souvent. Donc vous voyez, c'est un modèle qui va mettre en avant plutôt la liberté, mais dans l'idée qu'il faut garder ce modèle de la liberté contre les pouvoirs, on passe par la référence à une mémoire des parents qui nous mandent. Vous avez le respect des enseignants. Alors ça passe bien dans le public des stages de connaissance du monde juif, parce que les enseignants se plaignent de ce que ce respect diminue. Néanmoins, il en reste quelque chose. Je pense que si on est honnête vis-à-vis de la société, il y a encore beaucoup de gens qui ont spontanément le respect de l'enseignant et au-delà qui ont le respect de la tradition du savoir. Ça, c'est même peut-être encore plus haut que le respect des enseignants. Encore, les deux sont inséparables. Encore autre exemple, si vous regardez le destin personnel tel que le voit la psychanalyse, la psychanalyse, elle décrit un sujet qui est désirant, le subjectif est désirant, et il se construit par rapport à une origine. L'idée de l'aventure subjective que propose la psychanalyse, dans sa version freudienne et dans sa version lacanienne, c'est que c'est un cheminement destinal où nous construisons la manière dont nous répercutons une origine. Donc il y a une mémoire dans la construction de notre destin, qui est la construction de notre désir et de notre subjectivité. Il y a une mémoire qui joue un rôle fondamental. Deuxième mot, le concret. C'est assez spontané, je pense que beaucoup de gens sont tout de suite convaincus que des considérations intellectuelles qui ignorent le concret de la vie humaine ont quelque chose de vide et de vain. Alors qu'est-ce que c'est que le concret de la vie humaine? C'est les petites choses qui peuplent le quotidien. Alors j'ai envie de citer, ce qu'on cite le plus facilement, c'est le paysage qu'on retrouve tous les jours en faisant sa promenade près de chez soi. Il y a un certain nombre de choses qu'on reconnaît et on a l'impression que c'est des choses à quoi on s'accroche, ou les choses qu'on a l'habitude de manger, ou les objets qui nous sont familiers. Il y a des tas de choses qui constituent cette espèce de concret qui peuple notre vie, et on ressent que notre vie en dépend, et que c'est une dimension très importante de la vie. Et quelqu'un qui nous raconterait que ça n'est pas important, on ne peut pas le croire finalement. Un autre aspect de ce concret, c'est les petites choses de notre fragilité. Je suis toujours frappé par le fait que quand on est malade, même quand on a une toute petite maladie, une toute petite déficience de santé, un peu mal à la tête, un petit rhume, en fait on est très affecté, parce que c'est une autre dimension du concret, c'est que on dépend du fonctionnement silencieux et normal de la machine de notre organisme. Et de même, notre fragilité, elle est dans beaucoup de choses. Souvent, il suffit qu'il y ait une personne qui blesse notre jalousie dans le groupe humain, qui est le nôtre, pour que rien n'aille plus. On ressent que c'est disproportionné, mais c'est comme ça. Donc, il y a une protestation standard qui est une protestation contre les grandioses constructions intellectuelles qui ignorent le concret humain dans ces deux dimensions. Ce qui peuple mon quotidien, à quoi je m'accroche, et tous les items de ma fragilité, si vous me permettez cette expression. Donc on voudrait que les grandes constructions intellectuelles reconnaissent ça et le prennent en compte. Mais alors là, le danger, c'est que souvent ceux qui émettent le discours que je viens de tenir devant vous, ils tombent dans l'anti-intellectualisme.
Et je crois profondément que l'anti-intellectualisme, c'est une des grandes tares de l'humanité. C'est une chose terriblement mauvaise, où finalement tout le monde y perd. Ça blesse le monde humain beaucoup plus loin et plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Et donc le problème, c'est de défendre la cause du concret sans tomber dans l'anti-intellectualisme. Il me semble que la tradition juive est exactement de ce type. La tradition talmudique, notamment, par deux aspects qui sont faciles à signaler. Le fait que souvent dans la tradition talmudique, il y a des universaux qui sont dégagés à partir d'exemples de ces universaux. Donc c'est comme si les universaux étaient contrôlés par des concrets qui leur donnent leur configuration. L'exemple, c'est l'exemple du dommage économique perpétré par Montaureau sur les propriétés d'autrui. Donc dans le Talmud, il y a une discussion sur quels sont les dommages économiques que Montaureau peut occasionner à mes Chaverim dans mon environnement agricole, dans la discussion du Talmud. Et le dommage, il est classé en plusieurs catégories, et il y a au moins deux catégories dont je me souviens, qui sont la dent et le pied. Et la dent, justement, c'est le dommage économique, parce que la dent, vous voyez, c'est l'idée que la dent, c'est ce qui me sert à assimiler la nourriture. Donc le dommage de la dent, c'est en général la façon de puiser la substance des autres, en quelque sorte. Et le pied, au contraire, c'est le dommage, c'est le dommage où ma locomotion va piétiner des choses sans que je les ai vues. Donc le dommage du pied, c'est la manière dont je peux bousculer, meurtrir et même tuer éventuellement des choses juste dans ma propre agitation locomotrice. Donc voilà, ces deux exemples, on voit des catégories du dommage, qui sont des catégories intellectuelles construites en tant que telles, comme catégories intellectuelles par la discussion de la Guémara, mais elles sont présentées à partir du concret d'un exemple qui est celui de la dent ou du pied. Il y a aussi l'autre exemple que donne Lévinas dans un passage extrêmement célèbre dans une de ses leçons talmudiques, où il dit que toute pensée généreuse est menacée par son stalinisme. C'est l'idée que toute pensée généreuse, elle risque de se formuler en un principe inconditionnel, universel, qu'ensuite on va appliquer de manière aveugle, alors qu'il faudrait peut-être regarder à quoi on applique pour se demander si dans ce à quoi on applique, il n'y a pas quelque chose qui dénonce la prise de l'universel. Donc voilà, la tradition juive, elle connaît cette difficulté de l'usage de l'universel, ce qui ne veut pas dire qu'il faut interdire l'application des théorèmes en mathématiques. Je sais que la somme des n premiers entiers, c'est n plus 1 sur 2, et je peux appliquer à tout entier n. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que faut voir ça comme les mathématiques, c'est comme un anneau de vitesse où je peux user de la raison universaliste sans limite. Je peux y aller à fond. De même que dans un anneau de vitesse, je peux utiliser ma voiture et taper le 250 ou le 300 à l'heure. Mais il ne faut pas que je fasse ça quand je ne suis plus dans les conditions des mathématiques. Et dans les conditions du droit, il faut avoir une prudence spécifique. Troisième des mots, humain. Quelque chose à quoi je suis attaché aussi, c'est l'idée que la tradition juive coïncide avec la valorisation du plan humain comme tel. Dans mon premier livre de 2003 sur le sujet, qui s'appelait Extermination, loi et Israël, je disais que je comprenais la tradition juive comme la volonté de s'installer dans le plan humain pour ne pas en sortir, s'enfermer dans le plan humain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire ne pas tolérer que des surpuissances ontologiques gouvernent le plan humain. Ça, c'est la démarche des religions, la démarche théologique des religions. Ne pas considérer que le plan humain doit être gouverné par la dynamique de la nature, que la dynamique de la nature doit donner le là. Ça, c'est une espèce de révolutionnarisme du chaos naturel. On devrait épouser le chaos naturel. Et troisième aspect, ne pas diviniser la mort comme limite de l'humain. Il y a beaucoup de gens qui estiment que secrètement la mort est la chose ultime par rapport à laquelle tout le plan humain
prend son sens et que donc nous devrions être les adorateurs de la limite de nous. S'enfermer dans le plan humain, ça veut dire refuser la gouvernance du divin, refuser la gouvernance de la nature, refuser la gouvernance de la mort. Qu'est-ce que ça implique donc comme... quelles sont nos possibilités si on entre dans cette perspective sur l'humain? Nos possibilités, c'est d'utiliser les modes d'infinitisation propres de l'humain. Dans l'humanité, il y a des traditions qui donnent la possibilité d'une poursuite infinie. On peut rechercher infiniment, on peut essayer de s'améliorer indéfiniment par rapport aux exigences de la science, de l'art ou de l'éthique, pour prendre les trois exemples majeurs. Et si vous voulez, chacun des ethos de mon état-analyse dessine une possibilité d'une vie humaine vectorisée, recherchant infiniment son amélioration. Mais là, je parle de quelque chose que je n'ai pas expliqué et que je ne vais pas expliquer, mais j'ai terminé. Non. Écoutez, j'ai beaucoup de questions malheureusement à poser, mais sinon ça va prendre la nuit, tout ce qu'on... Par contre, je pense que est-ce que quelqu'un a une question qui lui brûle la lèvre? L'exposé était très long, très pédagogique et très conceptuel. Il y a énormément de choses qui ont été dites, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui... Quelqu'un veut prendre la parole? Si j'ai bien compris, comme disait Lévinas, les Juifs doivent porter le monde sur leur nuque raide. Ouais. Donc, c'est ça un peu la mémoire. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Sinon, je vous suggère la lecture du livre, que je n'ai pas ici. Mais je pense que ce livre mérite vraiment, ça amène beaucoup de réflexion. Et je suis sûr que les questions ne viennent pas spontanément après cet exposé, mais j'ai découvert ce concept d'étude et observance, qui est un concept qui m'a paru très important dans le judaïsme et que je ne connaissais pas avant. Je vous remercie pour ça. J'aurais quand même une question. Vas-y à toi. Comment on fait la différence entre la gouvernance du plan divin sur le plan humain et la loi juive, qui ne serait donc pas une manière pour le divin de nous gouverner? Qu'est-ce qui marque la différence? Oui, bah, c'est toute une partie du livre que j'ai pas raconté ce soir, mais j'essaye de dire dans le livre que bon, alors c'est difficile à dire parce que ça va contre le sens commun et ça va contre la conviction de beaucoup de juifs français et de beaucoup de juifs dans le monde. J'essaye de dire que le fond du truc de la tradition juive n'est pas théologique. Et donc en fait que l'identification de la tradition juive à travers la catégorie de religion est mauvaise. Et donc dans une religion, ce qui est fondamental justement, c'est qu'on a une métaphysique. Cette métaphysique, elle connaît un principe créateur de toute chose, qui est le principe divin. Et ensuite, on estime que d'une manière ou d'une autre, ce principe ontologiquement supérieur, qui est à l'origine de tout l'être, il s'est débrouillé pour nous informer quant à ce qu'il voulait. Et donc, si on fait ce qu'il veut, ce que veut le principe divin, c'est pas de l'ordre de l'éthique au sens de Lévinas, parce que en fait, on obéit au plus fort. C'est le créateur de l'univers, donc le maître de l'univers, selon une des formules que nous connaissons. Donc en fait, on fait allégeance à l'origine ontologique de toute chose. Et donc j'essaie de dire que ce dont il s'agit dans la tradition juive, c'est pas ça. C'est d'un commandement par rapport auquel l'obéissance est contingente, toujours, un commandement qui est sans pouvoir. Mon maître disait un sacré sans pouvoir, et qu'en fait, justement, si on a l'idée qu'il y a quelque part le texte de ce que le principe divin veut,
c'est pas vrai, puisque justement toute l'histoire qu'on a, c'est une histoire où les humains ont formulé et reformulé. Et ce qui compte comme les choses à faire, c'est ce qu'on trouve dans le Shulchan Aruch et non pas ce qui serait le message du divin. Donc j'essaie d'expliquer qu'il y a une erreur qui vient justement de la lecture chrétienne des choses, que la lecture chrétienne des choses, elle dit le judaïsme c'est la religion de l'Ancien Testament. Donc ils disent c'est une religion comme le christianisme, mais c'est la religion de l'Ancien Testament. Donc ils pensent que ça passe par le fidéisme à l'égard du principe théologique dominateur, et que donc on trouverait dans l'Ancien Testament les commandements du judaïsme. Ils ont l'impression que tout chrétien connaît les commandements du judaïsme, il suffit qu'il regarde le texte de l'Ancien Testament. Or, nous savons bien que c'est pas vrai, que en fait, si vous voulez connaître ce qui est demandé par la loi juive, il faut que vous vous renseigniez ailleurs, que éventuellement vous allez lire littéralement le texte des livres législatifs de la Torah, et vous aurez une version de la loi qui est mauvaise, qui est fausse, qui est dans le meilleur des cas pas explicite. L'exemple célèbre que j'utilise toujours, que je ne suis pas le seul à utiliser, c'est celui de la loi dite du talion, où effectivement vous trouvez œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, âme pour âme, dans le texte de la Torah. Mais en fait, la discussion de la Guémara, elle dit, enfin dans la Mishnah, il est dit que la loi, c'est qu'on remplace en argent. Donc la retaliation. Et Maïmonide dit qu'il n'y a aucun souvenir dans les communautés juives que la loi ait jamais été comprise autrement. Donc la loi a toujours été la loi d'un dédommagement en argent par rapport à la blessure qu'un sujet a infligée à un autre sujet. Mais donc le mauvais principe de lecture qui vient de la tradition chrétienne, il fait qu'on méconnaît la loi. Donc en fait, si vous avez l'entrée théologique, vous risquez de ne pas comprendre la loi elle-même. Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est que le religieux est un truc très enraciné dans l'humanité. Les gens aiment bien voir les choses sous l'angle religieux, et donc, y compris dans le judaïsme, y compris dans le monde haredim, il y a énormément de gens qui comprennent les choses en termes de tout le monde sait ce que c'est d'haredim? Oui, ce qu'on appelle, alors dans les journaux, c'est plutôt les ultra-orthodoxes. Il y a d'autres questions, peut-être qu'il y avait des mots qui étaient employés. Dans un livre assez récent, Henri Atlan a montré que le judaïsme est une religion, il s'est constitué, il a été regardé comme tel que depuis Maïmonide à peu près, je crois, je n'ai pas vu son livre, mais... Parlez un peu plus fort. Oui, si on fait l'histoire de ça, c'est vrai que le moment où la figure du religieux semble monter dans l'humanité, c'est l'époque médiévale. J'aurais une petite, c'est pas fondamental, mais sur le rapport à la mémoire, il faudrait peut-être nuancer. Il y a beaucoup de choses dans le judaïsme qui projettent le passé dans le futur. Souviens-toi de ton futur, Rabbi Nachman, qu'on voit à l'œuvre dans le texte lui-même avec ce verbe conversif, transforme un passé en un inaccompli en accompli et réciproquement. Je pense que cette vision du temps n'est pas simplement rétrospective et que la mémoire dans le judaïsme n'est pas seulement de lier le passé au présent. Tout à l'heure, j'ai dit justement que le modèle sartrien, il nous donnait un faux futur. Et qu'un des aspects de la mémoire, c'est que ça nous donne un vrai futur, possiblement hétérogène. Donc effectivement, la mémoire, c'est aussi la condition de l'utopie. Mais je pense qu'on est dans une... Bon, même l'utopie est mal comprise. L'utopie, elle est reversée au présent. Dans les discours utopistes contemporains, tout le monde a été impressionné par, vous savez, c'est une citation de Marx, c'est ce que nous appelons communisme, c'est dans l'idéologie allemande, ce que nous appelons communisme, ça n'est ni un idéal sur lequel la réalité devrait se régler, ni autre chose, j'ai oublié. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel. Et je pense que cette phrase de Marx a terriblement imprégné l'humanité, et les gens qui
font profession de vouloir une autre société. Dans la tradition de la gauche révolutionnaire, c'est beaucoup ça en principe. On veut une autre société. Il y a des leaders actuels qui mettent en avant cette notion. Mais en fait, cette autre société, ils nous refusent le droit de la construire imaginairement et ensuite d'essayer de ramener le réel à ce que nous avons imaginé. Donc ils refusent le vrai ressort de l'utopie au sens traditionnel, où l'utopie c'est je ne tiens pas compte de ce qui est, je fabrique un schéma pur, qui est le schéma du bien, et j'essaye ensuite de plier le réel à ce schéma. Et donc ils disent que l'utopie, c'est l'effervescence qui est sur le point de transformer le monde, c'est le mouvement propre du monde vers son dépassement. Et à mon avis, c'est le même futur que celui de Sartre, ça. C'est-à-dire que c'est un faux futur. Donc une des raisons pour lesquelles la mémoire est la cheville ouvrière du partage humain, c'est aussi parce que ça nous donne un vrai futur. C'est tout un sujet. C'est un sujet à débattre. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas... Je vous conseille des livres parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont abordées. Les lois noirites, etc., qui n'ont pas été abordées et qui sont très importantes. Et puis aussi cette espèce d'étude et observance qui est quand même fondamentale, si j'ai bien compris, après la lecture du livre. Peut-être une question. Allez-y. Est-ce que encore un petit quart d'heure. Vous avez écrit aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y aura une dynamique dans l'histoire, c'est-à-dire est-ce que ce que vous avez analysé aujourd'hui, vous avez l'impression que ça aurait pu être analysé de la même façon il y a 50, 200 ans, ou est-ce qu'il y a une dynamique dans cette analyse? Alors oui, non. Au début, j'ai cru que votre question c'était une question kantienne, c'est-à-dire est-ce que dans l'histoire il y a une sorte de progrès ou est-ce qu'il y a juste bruit et fureur? Non, ce que vous vouliez dire, c'est juste comment on peut évaluer le fait juif, ça dépend du moment historique où on parle. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Et qu'est-ce que vous en diriez de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à un passé plus lointain? Non, mais je veux dire, là, le problème, on retombe sur l'autre question. C'est-à-dire, est-ce que on peut spécialiser la question, est-ce que l'histoire est bruit ou fureur, ou est-ce qu'il y a un progrès? Et parfois, dans les moments optimistes, on a l'impression que le fait juif est de mieux en mieux compris. Et bon, on peut comprendre ce sentiment, parce que si on se place au moins dans certaines sociétés, on a l'impression que, par exemple, les barrières qui étaient opposées par la réprobation chrétienne du judaïsme sont beaucoup tombées, et à cause de la sécularisation, les gens ont une bien meilleure compréhension du fait qu'il y a beaucoup de façons de vivre. Qu'en plus, les travaux des historiens ont révélé la contribution... tout ce qui a été fait d'universel, qui s'est inspiré de la tradition juive, la contribution des juifs aux connaissances universelles, etc. Donc voilà, on peut avoir l'impression d'un progrès. Mais en même temps, moi je me souviens que quand j'ai entendu parler des premiers attentats suicides en Israël, dans les bus, où des gens se déguisaient en haredim pour tuer les juifs du bus, je me disais que ça, on n'y avait pas encore pensé, que c'était que des gens qui allaient se déguiser en juifs pour tuer des juifs, on ne connaissait pas encore. Donc, par rapport à l'adage, vous savez que il y a des gens qui disent que pendant la Seconde Guerre mondiale, les juifs croyaient connaître l'antijudaïsme, mais ils ont découvert une nouvelle forme pire. J'avais ce sentiment par rapport à ces attentats qu'on rencontrait un nouveau truc. Donc, je comprends que on a l'impression que le renouvellement, il peut produire aussi bien des nouvelles formes de la haine et des nouvelles formes de la méconnaissance. Donc, je ne sais pas quoi.
sais pas quoi dire, dans le fond. D'autres questions? On continuera sûrement la même discussion avec Madame Valérie Boussard après, on vous réinvitera. Mais disons, je vous conseille des livres, vraiment, j'ai appris énormément de choses. Malheureusement, j'ai trop de questions à poser, sinon ça passera la nuit. Eh bien, à moins que quelqu'un... Claude, tu n'as pas de questions à poser? Bon. Bon, écoutez, malheureusement, il y avait un autre café philo, et les gens qui ont l'habitude d'apporter à manger ne sont pas là. J'ai malheureusement pas prévu pour assez de monde. Mais enfin, je vous invite, si vous avez des suggestions à faire pour un café philo, n'hésitez pas à les communiquer soit à moi directement, soit à Sabine, soit à Clément qui maintenant participe. Et s'il y a une dernière question... Non? Parce que les Messi, il ne va pas venir demain à 6 heures. Hein. Si ça sort, vous n'y répondrez pas. Mais vous avez cité les lois de la République. Alors il y a cette septième loi qui est tout à fait hétérogène par rapport aux autres, qui est celle de ne pas consommer un animal vivant. Est-ce que c'est ça, c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment universel, ça fait partie de quelque chose d'universel, ou c'est un substrat spécifiquement juif qui requiert cette... J'ai jamais étudié ça, donc je ne sais pas répondre. Oui. Vas-y à toi, vas-y. Est-ce que vous pouvez préciser le rapport à la nature de l'espace? C'est l'idée de prendre le dynamisme de la nature comme quelque chose qui nous gouverne. On devrait... Bon, moi, ce à quoi je pense, c'est essentiellement la philosophie de Gilles Deleuze. Il décrit l'identité humaine comme quelque chose qui nous coince. On est toujours coincé dans une identité humaine dans laquelle on est enfermé. Et en fait, dans sa philosophie, il y a un seul impératif qui est bouge, change, suit une voie métamorphique. Et il a toujours l'air de dire que la façon pour entrer dans les bonnes métamorphoses qui vont nous sauver de l'identité dans laquelle on était emprisonné, ce qu'il faut faire, c'est passer par le chaos du monde. Il faut rentrer dans cette espèce d'effervescence où les séries du monde interfèrent les unes avec les autres et déchaînent des formes de chaos. Donc voilà, tout ça c'est une vision comme quoi, dans la nature, il y a la ressource pour dépasser toutes les fixités mauvaises du monde humain. Bon, alors je pense que l'orientation juste, c'est pas ça. L'orientation juste, c'est de trouver que les machins humains sont grandioses. L'art, c'est grandiose, la science, c'est grandiose, l'éthique, c'est grandiose. C'est des choses, voilà. Alors, il y a des tas de gens qui pensent que... Il y a des tas de gens qui sont en désaccord avec ça, qui n'aiment pas les infinisations humaines, par exemple. Qui n'aiment pas les infinisations humaines. Il y a des gens qui disent c'est dangereux, ça nous rend fous. En fait, il vaut mieux qu'on regarde le coucher de soleil sur la mer. Moi, j'adore le coucher de soleil sur la mer. Mais... Est-ce que c'est pas vrai pour les orthodoxes par rapport à l'art? Est-ce que c'est oui. ce rejet de l'art, est-ce qu'il n'existe pas quand même chez les juifs orthodoxes? Oui, alors là, moi, j'ai écrit un article à la suite d'un texte de mon maître sur le sujet esthétique, mais je dirais que pour moi, ce qui est le plus parlant à ce niveau-là, c'est Chaim Potok. Le roman de Chaim Potok, Je m'appelle Asherlev. Ouais. Je pense qu'il décrit une situation où il n'y a pas méconnaissance de l'enjeu esthétique. Le Rébé sait bien que la
piste esthétique, c'est une manière d'aller vers l'infini, disons, mais que lui, il se demande s'il y aura trahison de l'orientation propre de l'étude observance. Et bon, il a une discussion avec Asherleff, où Asherleff lui garantit qu'il va continuer à observer. J'ai l'impression, moi, ce que j'ai en tête, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que c'est vrai que il y a une infinitisation qui est interne au truc juif. On va vers l'infini juste en suivant la piste de l'étude observance. Mais il me semble que dans la tradition, dans plusieurs moments décisifs, elle a reconnu la piste esthétique comme un autre mode de l'infinitisation. Il me semble que Manitou aussi reconnaissait cette voie de l'infinitisation. Voilà, je pense que normalement, les gens qui finissent par se poser le problème dans la tradition, ils sont raisonnables et ils reconnaissent. Dans le cas de la science, ça me paraît en tout cas indubitable. Oui. Marc? Pardon. Allez-y. Enfin, je ne sais pas si j'ai peut-être pas bien compris, mais pour vous, le judaïsme, ce n'est pas une religion. On ne peut pas dire que le judaïsme... C'est pas comme ça que je le regarde, oui. Comment? C'est pas comme ça que je le regarde, oui. Ce qui me semble exceptionnel dans le judaïsme, c'est justement son côté non religieux. Non. Je sais que des tas de gens le vivent comme religieux. Lévinas disait que c'était une civilisation dans ses cours. Qui disait que Lévinas, dans ses cours en terminale, disait une civilisation. le judaïsme n'est pas, c'est une civilisation. J'ai sous votre contrôle. C'est-à-dire, moi j'ai souvent cette discussion. Et là, Mais ça, on peut faire un café philo là-dessus. Dans le judaïsme, il y a aussi une sorte d'anti-idolâtrie éthique. Anti-idolâtrie. Éthique, enfin profonde éthique absolue. Anti-idolâtrie au nom de l'éthique. Okay. Et que ça passait entre autres par le problème de la représentation. Tu ne feras pas de représentation et tu vas faire la phrase, tu ne te prosterneras pas devant. Donc ce n'est pas le problème de la représentation, c'est le problème de pétrifier les choses et de se prosterner devant. Mais la mémoire et l'infinitisation, etc., enfin, on ne peut pas, en tant qu'être humain, échapper à la représentation, puisque finalement, la mémoire même que j'ai de ma propre vie, c'est des représentations que je me fais de ce qui s'est passé hier, ce que j'ai vécu avec ma mère, etc. Et ce que j'anticipe dans le futur, c'est aussi des représentations. Donc comment est-ce qu'on peut articuler cette infinitisation et de ne pas tomber dans le piège de l'idolâtrie qui nous enferme dans quelque chose qui n'évolue plus, qui est pétrifié. Oui, alors la question est passionnante, mais je vais répondre de façon modérée parce que, encore une fois, j'ai écrit un article où je pose le problème de l'idolâtrie, justement, qui est à la suite où je reprends l'article de mon maître et je relance la discussion autour du thème de l'idolâtrie. Donc je vois bien qu'il y a cette affaire-là. Alors, l'esthétique contemporaine, au moins, ou déjà l'esthétique moderne, elle est beaucoup sous le signe de la critique de la représentation. L'art pictural, à partir des modernes, il commence à vouloir sortir de ce qu'il perçoit comme l'injonction de la représentation. Donc, de ce point de vue-là, si la représentation était le seul élément du litige, on pourrait s'en sortir. Mais je pense que c'est plus profond que ça, si vous voulez. C'est pour ça que moi je préfère répondre par Chaim Potok. Je pense que le fait qu'il y a une des voies de l'infinitisation humaine dans l'esthétique, je pense que c'est quelque part indéniable. Et dans le livre, il y a l'histoire où il sauve sa mère avec la figure de croix, etc. Il y a un truc un peu psy. Oui, là il y a le truc qui fait... Oui, d'accord. Et puis après il y a le nom d'Asherleff, le dernier. Non, mais c'est super. Et puis, c'était les premiers bouquins qui présentaient les Juifs, pas comme des animaux étranges. Donc, non, bien sûr, il y a toute une discussion à avoir. Mais moi, je pense que, en fait, si on creuse les choses, même la représentation humaine ne peut pas être exclue comme ça. On ne peut pas appliquer... c'est ne pas comprendre correctement les lois, à mon avis. Ouais. D'accord. Merci. Une dernière question ou d'autres questions? Personne n'est frustré?
Clément, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, peut-être c'était une remarque sur ces hésitations entre différentes voies possibles. Elles mettent dans des dilemmes parce qu'on est dans une situation aussi où effectivement, depuis l'émancipation, s'offrent à nous des possibilités beaucoup plus facilement. Et la voie juive de l'étude d'observance, il faut vraiment maintenant dans ce contexte-là qu'on s'impose à soi-même intégralement, en toute liberté. Et du coup, les autres voies qui nous sont chères, on a l'impression de les perdre, donc ça nous met, j'ai l'impression, dans des dilemmes permanents. Mais peut-être qu'il n'y a rien à perdre pour l'esthétique, effectivement, ce genre de concernant. Il ne faut peut-être pas non plus voir les choses comme coupant. Ce que vous décrivez, Clément, c'est la perplexité de l'état-analyse. Mais là, il faudrait que je raconte tout au long. La perplexité de l'état-analyse, c'est le sujet qui voit qu'il y a plusieurs injonctions, plusieurs voies d'infinitisation qui le requièrent. Et il voudrait être adepte de plusieurs d'entre elles, et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit privilégier à un moment donné. Bouvard et Pécuchet. Et ça donne des parcours de mathématiciens, philosophes, étudiants des démarras, etc. Et pourquoi faudrait-il en privilégier? Ben non, dans l'existence concrète, par exemple, vous avez le problème de... Moi, j'essaie de décrire, je dis, chaque voie d'infinitisation, j'appelle ça un ethos. Donc, il y a un ethos de la vérité, il y a un ethos de l'amour. Finalement, il y a un ethos de l'art. Je n'ai pas encore publié, mais j'ai rédigé le truc. Et puis, il y a un archi-ethos, qui est l'archi-ethos de l'éthique, justement, qui est catégorique au sens kantien, c'est-à-dire que tout le monde, on ne peut pas prétendre ne pas être adepte de l'archi-ethos de l'éthique. C'est-à-dire que l'obligation du visage, telle que l'a décrit Lévinas, elle concerne tout le monde. C'est non rejetable. Donc, l'arbitrage qu'on a à faire, c'est, d'une part, je peux avoir le problème de savoir est-ce que ce que je dois le faire au nom de l'éthos de l'amour, dont je prétends être adepte, ou au nom de l'éthos de la vérité, dont je prétends être adepte. En gros, ça donne, est-ce que je vais écrire mon livre jusqu'au bout, ou est-ce que je vais m'occuper de la famille? Vous voyez, si je trivialise, ça donne ça. Mais finalement, vous avez le problème de le choix entre ces deux ethos-là. Derrière, il y a l'archi-ethos de l'éthique. Et donc, vous avez les gens qui continuent à faire le travail universitaire. Moi, je comprends très bien. Alors que le monde est en train de tomber dans l'abomination. Donc, vous avez Teichmüller qui démontre des magnifiques, mathématicien allemand, mais qui participe à la mobilisation nazie contre le mathématicien Landau, qui est dans son université. Donc voilà, on a tous plus ou moins le sentiment qu'il y a un moment où jouer la carte de son ethos de la vérité qu'on aime, alors, il y a des moments où c'est plus tenable. En tout cas, on le voit. Et puis, il y a l'arbitrage entre deux ethos qui me sollicitent, qui n'ont rien à voir là, qui sont incommensurables par définition. Voilà, j'essaie de vous faire vivre un peu l'état-analyse. Merci infiniment. Merci encore. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et je vous attends la prochaine fois. Et je vous conseille le livre. Non, j'ai pas de livre. J'en ai plus. Alors ceux qui veulent, il y a des choses à manger, mais il n'y a peut-être pas pour tout le monde, mais on a fait ce qu'on a pu.